un frère, un ami. Parce que, pour une petite histoire, c'est vrai qu'il était très militant de gauche, tout ce qu'on peut dire, mais en même temps, il était très gentil. Très gentil, il pouvait te dire des choses, même s'il pouvait y avoir 50% de mensonges ou 20% de mensonges, il enjolivait beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'était quelqu'un avec qui je me suis beaucoup entendu. Je vais vous donner un exemple précis. Quand on parlait de comment développer notre contrée, que ce soit la Bouenza, le Congo, comment faire, on réfléchissait sur beaucoup de choses. Nous avons mené des expériences en 2000 jusqu'à, comment dirais-je, jusqu'en 2010, on échouait toujours, et on a créé quelque chose qui s'appelle la foire du terroir de la Bouenza. Comment pousser les gens à créer des activités pour devenir des vrais entrepreneurs. Et Paul a été le premier à me suivre. Quand on a fait en 2010, j'ai fait en 2010 avec Adélia, l'association Adélia, nous avons fait en 2010, 2011, il voit ce qu'on avait fait, il dit viens, je vais t'emmener dans le 18e, il faut qu'on fasse une grande réunion où nous allons réunir ceux de la Bouenza et au-delà pour que vraiment on développe cette chose-là parce qu'il faut aller loin. Il avait essayé de réunir au restaurant, on n'avait pas eu beaucoup de succès, on avait eu 8 présents. Et en 2013, il était présent pour qu'on organise, on avait organisé une réunion il dit, ben moi je connais l'hôtel à Paris, au Havre, allons-y faire quelque chose. Et là, il y avait 34 participants. Et c'est à partir de là qu'est né, avec quelqu'un qui n'est pas encore là ou qui n'est pas là, Milé Bévaz, vous le connaissez, et on a dit, ben non, la petite association Adélia ne peut plus à elle seule supporter ça. Rassemblons plusieurs associations pour qu'on crée un collectif. Et on s'est retrouvé chez John Binitz. Hein? Voilà, on s'était retrouvé chez John. Bon. Et Suarez était le premier militant de ça. Et je peux vous dire que depuis 2012-13, il n'a jamais cessé de donner une contribution. Il faut que ça marche. Et lui, avec Espace Vision, comme il disait toujours, il est même comme il était dans l'écologie, dans tout, il dit jamais rien ne doit manquer. Il faut chaque année qu'il y ait la foire du terroir de la Bouenza. Il a été fidèle en ça. Même quand il était à l'hôpital, je vais le voir, même pas 7 jours avant qu'il parte, il dit, bon, je vais bientôt sortir, là, ils m'ont bien traité le foie, mais je vais voir, il faut qu'on fasse la contribution pour la foire du terroir. Il faut que la foire du 12 au 15, qu'elle fasse, il en faisait la publicité. Donc, qu'est-ce que je peux dire? C'est un frère qui était très engagé dans le développement, l'amélioration des conditions de vie des populations. Même si certains le trouvaient, chaque fois dans les réunions à la CAPCOS, puisqu'on a une coordination qui est au-dessus, le FORIM, le Forum des organisations de solidarité internationale, il y a près de 1000 associations, il y mettait toujours la joie. C'est le petit grain de sable, il mettait toujours le petit grain de sable qui titillait les gens. Quand il prenait la parole, il fallait presque lui prendre le micro. Et il faisait rire tout le monde. Vraiment, c'était, comment dire, c'était Suarez, il était unique. Voilà. Mais c'est quelqu'un d'engagé, qui était très engagé dans les actions de bien, de développement. Il pensait toujours à l'avenir, au point où il pensait à
l'avenir de la Terre, quoi, de la planète. C'est pourquoi il était très engagé écologiquement. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un compagnon de longue date et nous poursuivrons les œuvres commencées ensemble. Merci beaucoup. Alors, le deuxième volet, c'est le volet politique qui lui tenait à cœur. Le volet politique. Il avait donc le virus de la politique et surtout le virus de l'opposition. À tel point que même quand l'opposition arrivait au pouvoir, il était toujours dans l'opposition. Donc c'était quelqu'un de spécial. Et voilà. Il aimait la contradiction, il aimait sur le combat. Alors, sur ce plan, je vais appeler tour à tour deux personnes. Le plan politique. D'ailleurs, un homme politique qui a commencé la politique depuis les années 1972, qui a rencontré Marie Ouabi, en fait tous les hommes politiques. Et j'ai nommé ici le professeur Noël Magloire Ndora. Il a d'abord affronté il s'est fait emprisonner devant moi. En porte noire. Mais je vois que beaucoup dans la salle. Mais voilà, on est tous heureux de se retrouver, bien sûr, mais heureux également d'accompagner dans la joie un frère, un ami, un parent, un militant, que personnellement j'ai appelé le camarade Torres. Comme je crois mon frère Albert Ngolokaya qui est ici, nous sommes sans doute ceux qui avaient été les premiers à le connaître ici en France dans les années 75-76. Nous avons ici dans la salle également d'autres personnes, bien sûr, qui l'ont connu en ces années-là, depuis le lycée Victor Aubagneur, où il était arrivé dans les années 70 ou 71, je crois, avec tous ceux qui venaient de l'intérieur du pays. Nous autres qui avions été au lycée depuis longtemps, bien sûr, depuis que le lycée, on y entrait en 6e, on avait été un peu surpris de voir beaucoup de monde venir de l'intérieur du pays, mais c'était une politique de démocratisation qui avait abouti à ce qu'effectivement des jeunes venus de Madingou, des pays du Niari en gros, arrivent à Pointe-Noire et c'était du sang neuf, disons, pour l'Union Générale des Élèves et Étudiants Congolais, l'UGEC. C'est dans le cadre de l'UGEC, effectivement, que le camarade Torres est né en politique, si on peut le dire, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait de politique. Il s'agissait à l'époque, pour nous, et tout au long de relations que nous on a eues avec Paul Torres, ce n'était pas tout à fait de politique qu'on parlait, mais c'est la défense des intérêts. D'abord, syndicaux, ce qui était l'objet des actions de l'UGEC, un syndicat d'étudiants et d'élèves. Et je crois que Paul a continué avec cet esprit-là, la défense des intérêts immédiats de certaines catégories sociales. Je crois même que dans sa dernière approche de la société et de l'action, parce que c'était avant tout un homme d'action, je crois, fondamentalement, il a eu cette approche à travers l'écologie, mais c'est pour agir. Le propos qu'il a eu à répéter à certains d'entre nous à l'hôpital ou un peu avant, dans certaines rencontres, à propos justement de cette formule qu'on a bien retenue de lui, mais qui se répète, qui se dit évidemment
dans les rangs des mouvements écologistes. Il n'y a pas de plan B pour la Terre, mais ça c'était un appel à l'action également pour la protection bien sûr de la nature et surtout l'application des résolutions qu'on a aujourd'hui pour le développement durable. Alors voilà quelqu'un qui est venu en France parce que un homme que j'ai cité dans le commentaire que j'ai fait sur Facebook suite à la publication de Jess, son neveu, cet homme qui l'avait envoyé en France, il faut le dire, c'était Martin Berry. Il avait envoyé un certain nombre d'autres jeunes. C'était une vision qui était très positive de se dire que ceux-là, on leur donne la bourse pour qu'ils aillent se former. Il avait choisi Paul Tourette de devenir architecte. Il a fait des études d'urbanisme, d'architecture, qui ont abouti d'une certaine manière. Et il est resté attaché à ceux qui, comme Albert Ngolo-Kaya et d'autres, ont été dans l'AEC, Association des étudiants congolais en France, qui était une section de la FEANF. Donc le militantisme de cette époque était à la fois du syndicalisme, mais aussi une grande démarche de politisation des Africains, dans le cadre de la FEANF, vous en avez entendu parler, Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Mais pour ce qui est des Congolais, c'était une époque avec des secousses très très fortes dans la vie politique au pays, et des secousses également sur les conditions sociales des étudiants ici. Il y a eu des coupures de bourse assez régulièrement pour ceux qui continuaient de militer. Et ceux qui continuaient de militer disaient, lorsqu'ils sont dans les années 70, plutôt 75-76, c'était face au régime de Marien Ngouabi, on considérait que il y avait l'impérialisme français et que ce système de Ngouabi ne combattait pas l'impérialisme et n'accomplissait pas ce que nous voulions comme étudiants à l'époque et que nous appelions la Révolution nationale démocratique et populaire. Donc la RNDP. Alors les étudiants ici avançaient cette idée que le pouvoir au Congo combattait, mais que le pouvoir a fini par récupérer, à la fois parce que les étudiants qui étaient ici et qui entraient dans le système là-bas et donc reproduisaient cette même façon de raisonner politiquement, ce qui signifiait que d'une certaine manière, ils devenaient, on les considérait comme opportunistes, ceux qui rentraient, qui intégraient le système et qui reprenaient là-bas le discours qu'on avait ici, discours qui avait été préalablement combattu par ceux de là-bas. Donc vous voyez un peu les dialectiques qu'il y avait. C'est intéressant de dire ça aujourd'hui pour constater que certains blocages de l'histoire politique du Congo viennent un peu de ces séquences-là. Il y a eu la séquence suivante, bien sûr, ça a été après l'assassinat de Ngouabi. On a été divisé ici, et c'est arrivé aux années 82-83, plutôt après la rue, que la FEANF a disparu, l'AEC aussi, et dans ce contexte-là, on a eu un grand congrès. Suarez était dans le camp de Séki, avec ceux de Grenoble comme moi, ceux de Reims, ceux d'autres villes, combattaient ce que nous avions appelé la LOC, la ligne opportuniste et collaborationniste. Alors, on était comme ça ici, hein, c'est-à-dire qu'il y avait du débat politique. Alors, bon, il se trouve que lorsque cette phase est passée, c'est-à-dire que beaucoup sont rentrés, le PCT a continué d'exister, l'AEC avait disparu, beaucoup de ceux qui étaient à l'AEC avant sont rentrés bien sûr dans le PCT, d'autres sont restés en dehors. En dehors en étant au pays ou en dehors en étant ici. En étant ici, Tourette était en dehors, nous autres, Albert Ngolo-Kaya, moi et quelques autres, nous sommes restés en dehors du système du PCT en étant au pays. Alors, l'évolution a conduit, bien sûr, à ce que vous savez, mouvement syndical, des intellectuels travaillant avec des syndicalistes pour aboutir à la conférence nationale. Alors, en ce moment-là, ici,
il y a eu un sursaut pour voir comment envoyer des délégués à la conférence nationale, ceux qui étaient au pays, parmi les intellectuels anciens de l'AFC, anciens du mouvement étudiant, ou des jeunes formés là-bas qui commençaient à émerger dans la conscience politique, comme les Antoine Page-Diboulou. Ceux-là ont contribué d'une certaine manière à ce que, avec Mavounia par exemple, qui venait de l'AFC ici, qui était avec nous dans les congrès de l'UGEC, plutôt de l'AFC ici, mais dans nos débats contradictoires ici, un ami comme Grégoire Mavounia était considéré comme trotskiste. Et ceux qui tenaient le bureau, qui combattaient les trotskistes, au départ, ils étaient plutôt maoïstes. Bon, mais disons que l'idée générale de dire qu'on fait la RNDP, c'est un rassemblement qui conduisait à ne plus tout à fait se positionner en termes de courant idéologique politique. C'est le patriotisme. Bon, donc, en gros, pour revenir à cette étape de la conférence nationale, de la suite de la conférence nationale, vous savez que certains de l'AFC sont entrés dans le gouvernement, par exemple avec Milongo, Koulolo, Jean Blaise par exemple, était devenu ministre des Affaires étrangères, il a été avec nous ici à l'AFC, et qui d'autre je peux citer? Bon, il y en a un certain nombre, enfin, mais disons que pour en revenir en gros à l'itinéraire de Torres, tout cela, lui, il regardait, il en parlait autour de lui ici, et il essayait sans doute, restant ce que Jeff a décrit, c'est-à-dire opposant, même quand ceux avec qui il avait lutté accédaient à un niveau de pouvoir, lui restait dans l'opposant. Donc, effectivement, le caractériser comme cela n'est pas faux. Il était un opposant éternel. Bon, mais être opposant éternel en politique, ça peut se comprendre de deux manières. Ça peut vouloir dire que voilà quelqu'un qui est toujours insatisfait, quel que soit l'ordre politique qui s'établit, mais s'il fait la politique, alors il peut être opposant que s'il appartient à un parti politique et s'il mène le combat pour la conquête du pouvoir politique. Bon, dans son cas, je crois, et je disais tout à l'heure quand on m'a interpellé pour venir parler de politique, je dis non, je n'ai pas tout à fait parlé de politique avec Paul. Nous parlions de ce que le pays peut devenir, mais je n'ai pas adhéré à un parti politique le même que lui, non. Par contre, ou par ailleurs plutôt, c'est vrai qu'il y a eu l'UPADES et que nous avions préparé ici l'élection de Pascal Lissouba. Ce travail, on l'avait fait avec... il avait participé à tout cela, mais nous avons ici un certain nombre de courants assez divers également. Mon ami Moutsoki qui parlait tout à l'heure était allé du côté de Paul Kaya, certains autres, comme Mathiongo, Sébastien. Ces débats, nous les avons menés de manière pacifique. Hein. C'était pas violent, c'était pas du tout des problèmes ethniques, pas du tout. Et cet esprit patriotique et l'aspiration à la démocratie, c'était une approche qui a été donc progressive, comme j'essaie de le retracer d'étape en étape, mais chaque fois en rapport avec les changements politiques au pays. Est-ce que nous avions pu influer sur ces changements? Est-ce que nous avons pu contribuer à les susciter? Bon, la question reste ouverte du point de vue de l'histoire, mais ce qui est certain, c'est que j'ai essayé de vous indiquer que ceux qui partaient d'ici, qui rentraient, interpellaient toujours Paul Torres. Et lui, en restant ici, je crois que son itinéraire a connu un certain nombre d'étapes, mais les principales sont celles que vous connaissez, à savoir le fait que après le mouvement étudiant, étant travailleur, bien sûr à la fin il finit par le parti écologique, mais entre-temps, c'est quelqu'un qui, humainement, surtout il faut le prendre en tant qu'être humain, qui a été très solidaire de beaucoup d'entre nous, qui a été très solidaire avec les nouveaux qui arrivaient, qui a été solidaire avec pas seulement des parents, mais plutôt tous ceux qui avaient
le souci d'avancer dans la formation. Alors en cela, je sais qu'avec le plus grand danseur qu'on a eu tout à l'heure, bon, je parle des danseuses qui étaient brillantes également, mais Mankibi qui est là, j'ai eu le bonheur d'être avec lui et Isabelle, ma belle-sœur, certains membres de la famille. Nous étions à l'hôpital dans la dernière semaine. On a eu les dernières paroles. Le mot parole, lorsque Jess a publié cette annonce avec cette fonction des paroles ou de la parole chez Suarez, je crois que c'est ce qui le caractérisait. Il aimait parler, comme on peut dire, mais il parlait parfois de manière un peu embrouillée, mais il y avait toujours une logique, il avait un objectif. Je crois que cet objectif, en général, c'était pour l'action. Je crois que nous retiendrons l'image et la trace d'un homme d'action. C'était un homme qui aimait les êtres humains et qui voulait que par l'action s'accomplissent des changements qui engendrent le progrès, et il était animé du souci de justice sociale. Voilà comment je peux résumer ce que j'ai connu de l'existence de ce frère, de ce parent, de cet ami. Merci. Merci, professeur Zinoba. Je retrouve le professeur Zinoba dans les amphithéâtres de Bayadel. Bon. Alors, toujours sur le plan politique, je vais faire appel ici, des jeunes, relativement jeunes. D'abord, Antoine Patioulou, je te prie d'être long et bref. Comme on disait à Dalagraï, Dala, sois long et bref, s'il te plaît. Antoine Patioulou. Bonsoir à toutes et tous. Je dois avouer que Paul Suarez va nous manquer. Il va nous manquer parce que dans la diaspora politique congolaise, il était atypique. Il n'y avait pas deux comme lui. On a pu le comprendre de par le propos de Yama Gloire et même de M. Moussoki. C'était un original de par sa façon de parler, de prendre la parole. C'était un grain de, je dirais pas un grain de sable, mais plutôt un empêcheur de tourner en rond. Là où Paul Suarez se trouvait, au cours d'une réunion, vous étiez sûr que le plan que vous avez défini longtemps en avance n'allait pas se réaliser tel quel, parce que il avait un certain esprit critique. Et Paul était celui qui, quand il prenait la parole, quand il faisait une déclaration, il disait toujours « nous les jeunes ». Voilà. Ça, c'est ce que je garde de mon aîné. À chaque réunion, quand il prenait la parole, il évoquait le drame du Congo. Il disait « nous les jeunes ». Et tout autour, on souriait, puisque il avait déjà dépassé la cinquantaine, mais il était toujours jeune. Et on ne comprenait pas trop ce que cela veut dire en rien, mais quelque part, pour ceux qui fondent la philosophie, la jeunesse éternelle de Paul peut se comprendre dans le fait où le Congo n'a pas permis
et ne permet pas toujours à sa jeunesse de vivre, de se réaliser en tant que jeune. Et même si Paul Suarez est venu dans les années 70, tout jeune, je suppose et je pense qu'il devait avoir la vingtaine, moins de 25 ans. Même s'il est venu jeune en France, mais il aurait bien voulu repartir au Congo et se réaliser avec ceux de sa promotion en tant que jeune cadre, jeune bâtisseur du Congo. Il n'a pas eu cette occasion-là, il n'a pas eu cette chance-là. Comme beaucoup de jeunes, et ça fait qu'il a toujours été jeune jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'il portait toujours ses convictions, son idéal, son rêve de bâtir le Congo comme tous les jeunes Congolais peuvent le porter. Alors pour terminer, je dirais que évidemment, il est parmi les aînés que j'ai trouvés sur la place de Paris quand je suis arrivé. Mais je terminerai en disant, de par les soubresauts que notre pays a connus, de par les déchirements qui ont traversé les différentes communautés linguistiques de notre pays, jamais Suarez n'a été teinté de tribalisme. Jamais. J'ai beaucoup de camarades politiques ici. Qu'un cas, on se bat. Mais je vous assure et je vous le jure, jamais je n'ai soupçonné Paul d'être quelque peu ethnocentriste, tribaliste, tout ce que vous voudrez. Jamais. Cet homme fut entier, congolais, 342 000 km² à 100%. Et quand l'occasion se présentait, il me disait, Kioulou, Antoine, il faut qu'on reparte au pays. Donc son rêve, c'était celui-là, repartir au pays pour aller bâtir le Congo. Et en bon architecte, il avait même un projet de briques, je ne sais plus, il avait un projet de briques écologiques, quelque chose comme ça. Donc voilà ce que le témoignage que je pouvais porter sur Paul Suarez. Voilà, un vrai Congolais. Merci. Merci beaucoup, Antoine Kavi. Alors, sur l'obsession de la jeunesse ou d'être jeune de Tonton Suarez, je vais vous raconter une anecdote. Alors, le professeur Pascal Issouba, dans son exil, avait organisé une conférence au palais de Congrès de la Porte-Maillot. Et lui, en prenant la parole, il s'adresse directement au professeur Pascal Issouba. Il dit, vous êtes parti avec notre mandat. Nous, le peuple, on t'a donné le mandat. Si vous avez des problèmes avec Sassou, ça ne nous regarde pas. Il faut nous ramener notre mandat. Et quand Issouba lui répond, alors il dit, nous les jeunes, on veut que tu nous ramènes notre mandat. Alors quand le professeur Issouba répond, il lui dit, hé, le vieux là, je vais te répondre, je m'adresse à ce vieux là. Donc lui faire comprendre que tu te passes pour un jeune, mais en fait, tu étais vieux. Il était jeune dans son esprit. Voilà. Alors, toujours sur le plan politique, je vais d'abord adresser la parole. Nous avons un message du général Mahou qu'il a envoyé, mais bon, on va voir comment on va faire pour faire écouter ça. Mais je vous passe d'abord le représentant du général Mahou, Maître Sylvain Senda. Je ne sais pas s'il va traduire fidèlement sa pensée. Au cas contraire, on serait obligé de faire passer l'audio du général Mahou. C'est très difficile à faire passer, mais on va voir ce qu'on peut faire. Mais il y a son représentant, mais on va voir s'il traduit fidèlement la pensée du général Mahou. Au cas contraire, on verra ce qu'on va faire. Je passe Maître Sylvain Senda. Merci, bonsoir à tous. Alors, je représente ici le général Ferdinand Barrault qui est absent, qui est empêché. Alors, il m'a dit de trouver les mots
qui sont en rapport avec la parole. Parce que Suarez, c'était la parole. Et la parole, c'est l'âme du discours. Et lorsque Suarez parlait, c'est tout son être qui s'exprimait. Et son être, c'est le cœur battant du discours. Le général Ferdinand Baou m'a dit qu'il est foncièrement chrétien et il voudrait que j'associe le mot parole à la Bible. Et donc pour Suarez, je vous dis ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Il était avec Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière vit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Suarez était la parole, Suarez était le discours, Suarez était dans le discours la thèse, l'antithèse et la synthèse. Que son âme repose en paix. Amen. Alors, on va essayer de faire passer rapidement le message du général Baou. J'espère que ça va passer. Claude-Paul Suarez, je suis ton frère, Memba